Écoutez, bonjour à toutes et tous. Je suis le médecin général Schwarzbrod et j'ai l'honneur de commander les écoles militaires de santé de Lyon-Bron. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de vous accueillir au sein de ces deux écoles, l'école de santé des armées et l'école du personnel paramédical des armées. Et tout d'abord, je voudrais commencer pour tous vous remercier d'être là en ce samedi matin, pas toujours assez tôt. Vous remercier et remercier les plus jeunes d'entre vous particulièrement, parce qu'on entend beaucoup dans la société, les jeunes ne s'engagent plus, la génération Z, la génération Alpha, je ne sais plus trop, je suis un peu perdu dans les générations, enfin bref. Cette génération est une génération de zapping qui ne veut pas s'engager. Et là, vous êtes tous en train de me montrer, et nous aurons aujourd'hui à peu près 1800 personnes qui vont venir à ces journées d'information, en train de me montrer que non, c'est pas vrai, quoi. Les jeunes, ils sont prêts à venir s'engager. Et chez nous, ce n'est pas un engagement, c'est deux engagements. Le double engagement du soin, engagement très exigeant, c'est soigner son prochain. Et puis l'engagement de son pays, l'engagement de la France et de sa patrie. Donc un double engagement extrêmement exigeant. Donc merci à tous pour être là. Je voudrais passer quelques messages en quelques minutes. Le premier message, c'est vous rappeler qu'ici, ce n'est pas une école d'ingénieurs, on n'est pas une école classique. On n'intègre pas une école, vous embrassez une carrière. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas juste le temps des études, c'est bien le temps d'une carrière. Et j'ai envie d'aller presque un peu au-delà, c'est le temps d'une vie. Et on voit bien que d'ailleurs, les études et la carrière ici, elles marquent très fortement la vie des gens, beaucoup plus que des études ailleurs. Le deuxième message que je voulais adresser à tous, et peut-être plus particulièrement cette fois-ci aux plus jeunes d'entre vous, c'est que ici, et vous l'avez peut-être vu sur les clips, les choses, et puis vous allez le voir dans toute la journée, on va vous présenter plein de formations militaires, des stages militaires que vous allez faire, on va vous présenter, et les élèves vont avoir grand plaisir à vous présenter toutes les activités sportives auxquelles vous allez avoir ces opportunités de pratiquer. Mais je veux quand même rappeler des choses très importantes. Ici, premièrement, ce n'est pas une section sport-études. C'est pas ça, cette école. Cette école, c'est l'école du soin. C'est l'école pour apprendre à soigner, ça demande d'être exemplaire, ça demande énormément de travail, de rigueur, et ici, on est une école de l'excellence. Donc, je rappelle ça souvent à tous, ce n'est pas sport option médecine, ici. C'est l'école du soin et l'école du travail et c'est pas facile toujours de travailler. Et puis deuxièmement, c'est pas non plus l'UCPA ici. C'est pas je fais un max de stages parce que tout ça, ça me plaît, je cumule des tonnes d'expérience et tout ça. Non, c'est pas ça non plus ici. Ici, c'est on va vous construire un parcours, le parcours qui va servir pas à vous, qui va servir à la communauté militaire et qui va servir à la France et aux forces armées. Donc ça, c'était bien deux points qui me semblent très clés à expliquer, parfois qui ne sont pas dits de façon explicite. Là, au moins, je vous l'aurais dit de façon explicite. En plus, c'est filmé. Je pourrais donc... ça fera donc une sorte de trame, en tout cas. Ensuite, un message autre, c'est ici, c'est aussi... Alors, c'est pas facile à entendre, ce message-là, c'est l'école de l'incertitude. Pourquoi ce mot-là? Parce que là, on va vous présenter le parcours des études, mais honnêtement, je ne sais même pas s'il sera encore valable complètement à la rentrée 2026, ce qu'on va vous présenter. Parce que les études, elles changent beaucoup. Déjà, on est à peu près sûr que les études d'infirmiers, la structure va être modifiée dès la rentrée 2026. Il est quand même très possible que l'accès aux études médicales soit modifié, peut-être pas à la rentrée 2026, mais très probablement à la rentrée 2027. Donc déjà, ce qu'on va vous présenter, probablement, ce n'est pas tout à fait ce qui va être vécu. Première chose. Deuxième chose, moi, je ne sais pas comment sera la médecine dans 10 ans. Je ne sais pas ce que feront les armées dans 10 ans. Je n'en sais absolument rien. Donc ici, quand on rentre ici, on rentre dans l'incertitude et on sait qu'il faudra toujours s'adapter. Donc si vous cherchez une vie un peu plan-plan, un peu tracée, un peu, voilà, moi je veux un petit pavillon en province avec un grand jardin et un chien et tout ça, et ben c'est pas ici en fait. Ici, c'est pas ça. C'est une vie où il va falloir s'adapter. Je ne pensais pas, il y a 35 ans, quand j'étais à votre place ici, me retrouver ici. Donc voilà. Quatrième point,
c'est une école du respect, et notamment le respect du vivre ensemble. Alors ça paraît tout à fait normal pour une école de soignants, mais c'est aussi une école qui a une mixité parfaitement assumée depuis maintenant, avec une parité quasi parfaite, 54-55% de femmes dans nos écoles, depuis maintenant 25 ans, et on y tient, et c'est un sujet qui est d'importance pour nous. Donc la question du respect homme-femme est un point majeur dans nos écoles. Et enfin, le dernier point, peut-être le point le plus fort de ce bref discours introductif, c'est de vous rappeler que c'est un engagement très fort, que vous venez peut-être là parce que vous avez vu, je sais pas, vous avez peut-être lu des bandes dessinées sur le médecin militaire, vous avez peut-être vu des reportages sur le médecin militaire en Afrique, à Gao, au Mali, dans l'opération Barkhane, en Afghanistan, des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on connaît depuis 35 ans. Moi, et je voulais vous le dire, là, nous, on va vous former pour peut-être un petit peu, sans doute, un peu toujours pour ces missions-là, mais on va surtout vous former pour la guerre. Parce que ce qui nous attend, c'est sans doute pas les missions qu'on a connues depuis maintenant 40 ans. C'est sans doute un engagement beaucoup plus important, avec beaucoup plus de victimes, avec des risques beaucoup plus importants. Donc c'est bien vers la guerre qu'on vous prépare. Et ça, il me semblait très important de finir ce petit propos introductif pour que les choses soient bien claires entre nous. Et donc, un engagement long, mais un engagement extrêmement sérieux et extrêmement important. Voilà ce que je voulais dire. Je vais maintenant laisser la parole au médecin en chef Pierre Pasquier, qui est le directeur général de la formation et qui va vous présenter, sans doute avec beaucoup d'incertitude, un certain nombre de choses. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à tous, je suis donc le médecin en chef Pierre Pasquier, je suis directeur général de la formation aux écoles militaires de santé, je suis accompagné de la médecin en chef Anne Licardi-Zeller qui est chef du département des formations praticiens, donc qui forme les futurs médecins militaires, et de l'infirmier de cadre de santé paramédicale Isabelle Maitret qui est chef du département formation paramédicaux, qui forment donc les futurs infirmiers et aides-soignants militaires. Nous sommes ravis de vous accueillir ici pour cette journée d'information des écoles militaires de santé, pour vous donner les informations que vous venez chercher, vous présenter les écoles et un petit peu le parcours de soignants militaires au cours de la carrière. Je vais rappeler, parce que c'est extrêmement important quand même que vous l'intégriez bien, que vous le compreniez bien. Ce qui est présenté ici correspond à la réalité d'aujourd'hui. Mais il y a énormément de changements qui peuvent être envisagés, considérés, réalisés. D'abord, les réformes universitaires. Il y a eu des réformes pour les études de santé, à la fois médicales et à la fois infirmiers, au cours des 5 dernières années. Il y en a d'autres qui sont encore en train d'être discutées. Donc, probablement, sur des études médicales qui durent 10 ans, il y aura des changements. Même sur des études infirmières qui durent 3 ans, il peut y avoir des changements dans les rapports académiques. Il y a une évolution assez marquée aujourd'hui du contexte géopolitique dans lequel le monde évolue. Les alliances d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Il y a une bascule des menaces, des enjeux géostratégiques, et donc on est dans un monde en plein mouvement. C'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ans. Et donc, là encore, sur la durée des études, beaucoup de choses peuvent changer. Sur la durée d'une carrière militaire, encore plus de choses peuvent changer. Mais en tout cas, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la réalité du monde tel qu'il est. Voilà. Et donc tout ça, ça a forcément un impact à la fois sur le cursus de formation, parce que nous, on forme des soignants militaires qui sont engagés auprès des forces armées, et donc selon le contexte dans lequel les forces armées sont engagées, on adapte les soins que nous leur délivrons également.
Le déroulé de cette journée, il y a une première partie en amphithéâtre où on va vous présenter le site des écoles militaires de santé, pourquoi on forme des soignants militaires, les deux écoles, l'école du personnel paramédical des armées qui forme les infirmiers et les aides-soignants militaires, l'école de santé des armées qui forme les futurs médecins et pharmaciens militaires, les cursus de formation, quelques points sur les concours d'entrée aux écoles. Une deuxième partie avec une visite du site des écoles, une démonstration du sauvetage au combat où vous serez séparés en deux groupes qui suivraient deux circuits en parallèle. Et puis une troisième partie, parce qu'il y a énormément de monde qui est inscrit sur ces journées d'information. Et donc les temps d'échange, les temps de questions-réponses sont réservés dans cette troisième partie au niveau de la salle des pas perdus, où vous allez pouvoir rencontrer des élèves, des cadres des écoles, mais également des soignants militaires et pouvoir leur adresser directement toutes vos questions. Les écoles militaires de santé font partie d'un ensemble académique qui est l'Académie de santé des armées, qui regroupe trois écoles, donc les deux écoles au sein des écoles militaires de santé de Lyon-Bron, mais également l'école du Val-de-Grâce à Paris, et avec d'autres instituts de recherche, d'études, constituent l'Académie de santé des armées. Donc nous ne sommes pas des écoles isolées ici à Lyon, on fait partie d'un ensemble plus vaste qui est celui de l'Académie de santé des armées. C'est bien le creuset de la formation des futurs soignants militaires ici. Donc on forme, et nous le verrons en nous appuyant en priorité sur les enseignements académiques qui sont délivrés dans les facultés de médecine et l'Institut de pharmacie pour les futurs médecins et pharmaciens militaires, et dans les instituts de formation en soins infirmiers pour les futurs infirmiers militaires et les écoles d'aides-soignants. Voilà. Mais il y a en parallèle donc tout un accompagnement, un enseignement des faits médico-militaires, des faits militaires. Nous allons pouvoir le détailler. En tout cas, c'est un campus de 30 hectares qui est en pleine évolution parce qu'on accueille des promotions de plus en plus grandes. Et donc, comme les élèves des écoles sont nourris, logés, blanchis en partie, en tout cas soldés également, et on a besoin de loger ces élèves, on a besoin d'assurer la restauration, et donc il y a des bâtiments en construction pour augmenter les capacités d'hébergement. Donc des capacités d'hébergement, on soigne également nos élèves ici, il y a du soutien logistique, des bus pour emmener les élèves sur les sites académiques, un lieu de restauration, on fait du sport. Il y a également de façon extrêmement importante un bâtiment d'enseignement dans lequel nous sommes ici, des amphithéâtres et des salles de cours, une bibliothèque, un ensemble de moyens pédagogiques qui sont mis au profit des élèves de façon à favoriser le succès des études de soins. Ces études médicales, études de soins infirmiers, une fois de plus, c'est extrêmement important de le rappeler. Ici, on forme des soignants militaires. C'est une école, ce sont des écoles d'excellence et des écoles de valeur, d'excellence du soin. Ça, c'est vraiment ce que nous visons. C'est un devoir que nous avons et un engagement vis-à-vis des forces armées, voilà, de délivrer à la fin des études des soignants militaires qui soient d'excellents soignants qui délivrent des soins d'excellence au profit des militaires. C'est également ce qui nous engage directement, c'est une excellence de l'accompagnement pédagogique, et donc on met à disposition et on s'investit dans les capacités pédagogiques, dans l'accompagnement pédagogique à travers l'aide de professeurs détachés de l'éducation nationale qui accompagnent l'enseignement académique. Tous les cadres de cette école sont sélectionnés sur leur capacité à montrer l'exemple au profit des élèves et sur leur capacité pédagogique et d'encadrement. Ce sont également des valeurs militaires
Nous sommes une école militaire, voilà. Nous formons des soignants militaires, nous sommes une école militaire et donc on forme aussi de futurs officiers pour ce qui concerne les praticiens des armées, médecins, pharmaciens, et des sous-officiers pour ce qui concerne les futurs infirmiers et aides-soignants militaires. Ce sont également des valeurs humaines. Le médecin général Schwarzbrough en a parlé un peu plus tôt, des valeurs humaines de respect, du vivre ensemble. Et donc ces écoles, comme l'ensemble, comme la plupart des instituts de formation en France, sont engagés dans la lutte contre le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles et les discriminations, mais surtout on apprend à vivre ensemble, on apprend à vivre au sein d'une communauté et au sein d'une communauté militaire, celle à laquelle les futurs soignants appartiendront plus tard. Voilà, donc il s'agit bien pour les formations aux écoles militaires de santé, et j'insiste à nouveau, de former des soignants, des futurs soignants militaires, c'est-à-dire qui seront capables de délivrer du soin en étant intégrés dans un environnement militaire, y compris à la guerre. Y compris à la guerre. Je ne sais pas, moi je ne suis pas belliciste, je ne suis pas va-t-en-guerre, je ne sais pas s'il y aura une guerre. Par contre, ce que je sais, c'est que le chef d'état-major des armées nous ordonne de nous préparer à la guerre et donc on prépare les soignants, les futurs soignants militaires à être capables de soigner dans un contexte de guerre. C'est une combinaison entre la formation universitaire et la formation militaire, mais, et on insiste aussi sur ce point, le commandant des écoles l'a dit, c'est pas l'UCPA, c'est pas une collecte de stage militaire, je vais faire du parachutisme militaire, je vais faire plongeur de bord, etc. Et puis si j'ai le temps, j'apprends mes études de médecine et mes études d'infirmier. Non, c'est pas ça, parce que le plus difficile, et ce qui ne se rattrape pas, c'est la formation universitaire. Si on ne valide pas son année universitaire, on ne la valide pas et l'histoire peut s'arrêter. Voilà. Si on ne passe pas son brevet de parachutisme militaire en troisième année, ben, ce n'est pas très grave, on pourra le passer après, y compris une fois qu'on sera sorti d'école. Voilà. Ce n'est pas un énorme sujet. Par contre, le sujet de la réussite académique, de la réussite universitaire est fondamental. Et puis, il existe des contraintes aussi, nous le verrons, de la vie de soignants militaires qui sont intimement liées au statut militaire per se. Donc, former des soignants des armées, des soignants militaires, c'est bien pour aller soigner au plus près des combats. Et vous avez ici représenté à l'écran la chaîne de prise en charge des blessés de guerre, une fois de plus telle qu'elle existe aujourd'hui dans les armées françaises, avec un accrochage, l'explosion qui vise un convoi militaire. Et donc on va envoyer assez rapidement une équipe médicale, médecin infirmier, peut-être plusieurs, s'il y a de nombreux blessés, pour prendre en charge ces blessés, parfois même sous le feu ennemi. Et puis, ces équipes de soignants militaires vont assurer également l'évacuation. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes équipes de soignants militaires, mais vont assurer l'évacuation médicale vers des unités médico-chirurgicales opérationnelles, où là, d'autres équipes encore de soignants militaires vont réaliser la réanimation et la chirurgie de sauvetage pour arrêter le saignement, pour lutter contre les conséquences de l'hémorragie, et puis à travers différentes capacités de niveau supérieur au fur et à mesure de l'évacuation, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la zone de combat, eh bien, le blessé ou les blessés de guerre vont être pris en charge par des équipes médicales, des équipes de soignants militaires successives, jusqu'à leur évacuation en France, sur le territoire métropolitain, dans un hôpital d'instruction des armées, où là encore d'autres équipes de soignants militaires, qui sont des équipes de soignants militaires hospitaliers, vont assurer le traitement définitif des blessures et même la réhabilitation.
Cette chaîne de santé militaire des armées françaises est assez spécifique. C'est des choix doctrinaux qui ont été faits depuis près de 3 siècles d'ailleurs, d'envoyer des équipes médicales au plus près des combats. D'autres nations, notamment les nations anglo-saxonnes, ont fait d'autres choix. Elles forment des combattants qui sont déjà insérés dans les zones de combat à réaliser des actes de soins. Voilà, en France, nous, on a fait un choix qui est différent. C'est un peu le même principe d'ailleurs pour les SAMU. Vous savez que les SAMU sont des équipes médicales qui partent de l'hôpital pour aller prendre en charge des blessés. Je parle ici de milieu de soins civils, hein. Voilà. Mais c'est un parallèle. Voilà. Il s'agit bien de donner les meilleures chances de survie et de récupération fonctionnelle aux blessés de guerre que nous prenons en charge, et également de répondre à des crises, que ce soit des crises avec un risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique, des risques épidémiques. Ça a été le cas par exemple lors de la crise Covid en 2020, où des équipes de soignants militaires ont été déployées sur le territoire national ou dans les départements ultramarins, dans les territoires ultramarins, pour aller aider les services de soins civils. Et puis également, les équipes de soignants militaires peuvent être impliquées dans la prise en charge de blessés lors d'attaques terroristes, par exemple, donc y compris sur le territoire national. En tout cas, ce sont bien des compétences de soignants militaires qui sont spécifiques et qui sont enseignées uniquement dans le service de santé des armées et uniquement ici. Voilà. Nulle part ailleurs, on va former des étudiants, des élèves à devenir de futurs soignants militaires. Si vous voulez devenir soignant militaire, c'est bien ici qu'il faut s'adresser. Donc ces soignants militaires, ils sont déployés sur des opérations militaires, en tout cas là où sont déployées les armées françaises en mission, en opération, y compris sur des théâtres de guerre, pour assurer le soutien médical des forces armées, en premier lieu pour assurer le maintien opérationnel des capacités armées. Il faut que les combattants puissent combattre, et pour qu'ils puissent combattre, il faut qu'ils soient en bonne santé et bien soignés. Alors on prend en charge les traumatismes, qu'ils soient physiques ou psychiques. On prend en charge les maladies, on prend en charge les urgences médicales, chirurgicales, et puis parfois des afflux massifs de blessés lorsque soudainement on a une vague de blessés dans une attaque à prendre en charge. La gestion des crises sanitaires, telles qu'on en a parlé plus tôt, des évacuations médicales qui se font sur tout type de vecteurs, que ce soit par voie terrestre, sur mer, dans les airs, dans des hélicoptères médicalisés, dans des avions médicalisés. Également des antennes chirurgicales. Vous vous souvenez, ces premières unités médico-chirurgicales qui sont déployées sur les zones de combat. Donc il y a bien des soignants militaires dans ces antennes chirurgicales. Participer également à des missions de l'OTAN. Vous savez que la France fait partie d'alliances interarmées. Et puis parfois, lorsque la mission militaire le demande, de participer à de l'aide médicale aux populations lorsqu'on est déployé sur des théâtres d'opérations à l'étranger. En tout cas, c'est bien un engagement dans une carrière de soignant militaire, dans une carrière militaire. On ne vient pas ici passer 3 ans pour les infirmiers, 10 ans pour les médecins et puis aller faire autre chose après. Non, on vient ici, on se forme et quand on est formé, on sert les armées, on sert la France en tant que soignant militaire. Donc ce sont des contrats. Alors de durée variable. Pour les médecins, il s'agit de contrats d'officiers d'au moins 24 ans, une retraite possible au bout de 27 ans. Les jeunes, ils rentrent à 18 ans, 27 ans, ça fait 45 ans. Il n'y a pas beaucoup d'engagement en France qui soit aussi significatif. Alors c'est significatif en termes quantitatifs, sur la durée, c'est significatif surtout en termes qualitatifs sur l'aventure associée à cette carrière de soignant militaire.
Donc on signe un contrat dès l'entrée à l'école avec une période probatoire de 6 mois. Donc on a 6 mois pour se dire non, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est super, je me projette bien, ou à contrario, et c'est assez exceptionnel, des jeunes qui se disent bon non, en fait manifestement c'est pas pour moi, donc je romps mon contrat. Voilà. Passé ces 6 mois, on est engagé, voilà, et on est engagé pour une très longue durée. Il n'y a pas de démission qui soit automatique possible. Voilà. De façon exceptionnelle, des élèves peuvent réaliser une demande de démission et les étudier au cas par cas et les accepter ou les refuser. Voilà. Donc c'est une notion importante, on signe un contrat d'engagement dans une carrière militaire. Pour les infirmiers également et les aides-soignants, alors pour les infirmiers, le contrat de sous-officier c'est au moins 9 ans avec une retraite possible au bout de 17 ans. La logique est exactement la même. On s'engage après avoir signé un contrat. Alors il y a des conséquences sur, d'abord, lorsqu'on s'engage dans une carrière militaire, donc on devient militaire, on est soumis au statut militaire avec des droits. Alors on a le droit de porter un uniforme, on a le droit d'avoir une réduction pour les trajets en train avec la SNCF, mais on a aussi des devoirs, voilà, des devoirs de réserve. On ne soumet pas ses opinions politiques ou ses opinions religieuses sous statut militaire. On a aussi des devoirs d'être disponible en tout temps et en tout lieu. On ne part pas en vacances quand on est militaire, on demande des permissions. Voilà. Et donc, ces permissions, elles sont accordées, elles sont refusées. On peut être rappelé sur son temps de permission si le service l'exige. C'est assez rare. Voilà, la plupart du temps, on part en permission, on passe du bon temps avec sa famille, avec ses amis, on voyage. Voilà. Mais il faut quand même le savoir, le statut militaire, c'est des droits, mais c'est également des devoirs. C'est aussi être soumis à une certaine mobilité géographique. Donc, si parmi vous, quelques-uns s'imaginaient que je vais passer mes études à Lyon et puis je vais m'installer à Lyon et puis je vais faire toute ma vie à Lyon, en fait, non, ça ne sera pas ça, ça ne sera certainement pas ça. On est muté lorsqu'on est militaire, on change d'affectation assez régulièrement. 3-5 ans environ, en fait, ça peut être un peu plus long maintenant, en particulier pour les médecins et les infirmiers, on peut rester 7 ans dans la même affectation. Mais enfin, en tout cas, au cours d'une carrière militaire, on changera de domicile, on changera d'affectation, ça sera en France, ça sera à l'étranger, ça sera dans les territoires ultramarins. Voilà, il faut s'attendre à une vie faite d'aventure et de mobilité géographique. La participation, on l'a dit, à des missions militaires en France et à l'étranger, qui peuvent être de durée et de fréquence variables. Jusqu'il y a quelques années, on disait d'abord que la majorité des élèves qui sortaient partaient dans les 2-3 ans qui suivaient leur sortie d'école en mission. Et c'était pour des durées de 2 à 4 mois environ. On en parlait un peu plus tôt d'incertitude. Et donc, cette incertitude, c'est combien de temps on va partir en mission, dans quelles conditions. Est-ce que c'est sur une zone de guerre ? Et puis, si je pars cette année, est-ce que je reviendrai dans la même année ? Est-ce que je repartirai 1 an, 2 ans, 3 ans après ? Voilà. Il y a une phase, il y a une part d'incertitude à accepter. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à l'infirmière de cadre de santé paramédicale Isabelle Maitret pour parler plus spécifiquement de l'école du personnel paramédical des armées. Bonjour à toutes et à tous. Donc, concernant l'école du personnel paramédical de santé des armées EPPA, donc, sont accueillis aussi bien des infirmiers, enfin des élèves infirmiers, ainsi que des élèves aides-soignants. Excusez-moi.
Donc, concernant le métier, ce qui a été dit précédemment, c'est vrai que ça évolue. Là, le référentiel infirmier est en cours de réévaluation et il va changer peut-être normalement pour la prochaine rentrée, septembre 2026, avec des renforts au niveau des stages. Enfin, il y a des pistes de travail actuellement. Et pour la prochaine rentrée, on devrait avoir le nouveau référentiel. Donc là, actuellement, ce qui est en cours, c'est l'arrêté du 3 janvier 2019 relatif au cadre national pour les attendus de la formation conduisant au diplôme d'état d'infirmier, car que l'on soit civil ou militaire, nous avons tous à la base le même diplôme d'état d'infirmier, également au niveau aide-soignant. Donc, ce qui a été déjà bien développé auparavant, donc les infirmiers peuvent exercer aussi bien en antenne médicale des armées qu'en HIA, dans les hôpitaux d'instruction des armées, qui sont différents types. Donc au niveau des antennes et aussi bien au niveau des hôpitaux d'instruction des armées, le soutien opérationnel des forces, c'est garantir la capacité opérationnelle des forces, comme bien expliqué auparavant, donc avec des soins. Donc les études, les visites d'aptitude médicale, les soins dans les antennes classiques. Il y a aussi tout ce qui est soutien médical des activités à risque, car de plus en plus, il y a des entraînements et il faut accompagner aussi nos équipes. Donc c'est varié, comme du parachutisme, du tir, il peut y avoir du combat, il peut y avoir du sport, les préparations médicales des militaires avant les opérations extérieures, car selon le théâtre où sont projetés les personnels, eh bien, il faut des fois des compléments d'information. Il y a certaines antennes qui sont spécialisées aussi avec un niveau d'expertise comme le grand froid, les conditions extrêmes en règle générale. Il y a tout un travail de prévention en métropole et en vue d'une projection. Donc, par exemple, on peut faire des interventions au niveau du paludisme. Et la formation, car la formation de base, eh bien, elle s'entretient et elle se complète aussi selon le cursus des personnels. Au niveau donc, des personnels, ils peuvent aussi aller sur les hôpitaux d'instruction des armées. Donc c'est vrai qu'il a été cité qu'ils sont maintenant nationaux, régionaux, voire spécialisés. Donc il y a une diapositive un petit peu plus loin qui va vous les répertorier. Donc ils sont nationaux, c'est Bégin, Percy, Toulon et Marseille. Après les régionaux, ça sera le Gouest et Brest. Et au niveau SS, enfin spécialisé, actuellement c'est sur Lyon et Bordeaux à venir. Donc toujours les HIA, c'est toujours aussi le même objectif, je me permets de répéter, c'est garantir la capacité opérationnelle des forces en amont et après si jamais il y avait besoin de soins. Donc au niveau des HIA, il y a les équipes qui sont pluriprofessionnelles, donc des équipes hospitalières constituées, avec des prises en charge de personnes soignées autant civiles que militaires. Comme expliqué auparavant, donc ils sont dans la chaîne pour les prises en charge des blessés en opération extérieure. Et ils sont des références, ils sont référents vigilance, de spécificité ou d'unité de soins. Et pareil, même point avec les antennes, la formation. Donc quelques chiffres, en 2025, il y a eu 1392 candidats convoqués pour 135 places. À savoir actuellement, donc les élèves de troisième année, ils sont 101 élèves. Au niveau de la deuxième année, on appelle ça des compagnies, ils sont 110. Au niveau de la première année, ils sont 130. Donc vous voyez une progression. De plus en plus, on fait du recrutement. La taille des promotions grandit. Ça rejoint le propos auparavant. Donc sur le site, il y a aussi tout ce qui est logistique qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc au total, au niveau des infirmiers de soignants, il y a 341 élèves qui sont actuellement dans les cursus engagés, et avec un taux de féminisation de 58,36%. Au niveau du niveau, donc c'est le niveau baccalauréat, donc bachelier ou équivalent. Donc j'attire votre attention de 17-23 ans. Donc c'est vrai que là, par exemple, pour la rentrée, la nouvelle rentrée là, 2025, on avait des élèves mineurs qui seront majeurs d'ici décembre. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine logistique et on fait attention aussi où ils sont positionnés. On va aussi demander s'ils ont le permis, parce que c'est vrai que tous les stages n'ont pas forcément lieu sur la région lyonnaise. Les stages infirmiers ou aides-soignants peuvent être sur l'ensemble de la France. Parce que les antennes sont partout répertoriées. Il y a je reviens sur le niveau donc des sous-officiers des armées et militaires du rang. Les étudiants en institut civil de formation sont infirmiers également, des fonctionnaires, et puis après il peut y avoir aussi des anciens élèves de l'ESA
et des stagiaires BSPP donc, et légionnaires. Au niveau des épreuves, donc là il faut savoir qu'il y a 2 types d'épreuves, donc un écrit et un oral. Hein. On appelle ça les épreuves d'écrit d'admissibilité, français et maths. Donc les épreuves d'admissibilité, elles auront lieu le 5 février 2026, avec des épreuves d'admission qui comprennent du sport et l'entretien de motivation avec un jury d'environ 30 minutes. Ces épreuves d'admission se tiendront du 4 au 13 mai 2026. Actuellement, donc les ouvertures d'inscription ont lieu le 3 octobre et elles se clôtureront le 31 décembre 2025. Si vous avez des questions, parce que là on a mis un petit point d'exclamation avec des erreurs d'inscription, des fois on a plein de questions, il y a quelqu'un du bureau concours qui se trouve au niveau de la salle des pas perdus pour répondre à vos questions. À ce jour, donc la formation, il y a un temps pédagogique universitaire qui totalise donc une formation théorique en IFSI de 2100 heures, formation clinique de 2100 heures également, et le travail personnel, parce que tout ça, c'est important. Les élèves actuellement sont répartis sur 2 IFSI, l'IFSI Le Vinatier et l'IFSI Le Roquelaire. Donc ceux qui connaissent la région, c'est pas très loin, c'est vers Cranche-Blanche. Il y a des transports en commun qui sont mis à disposition et les étudiants ont la gratuité de la carte CCL. Donc au niveau des IFSI, ils sont répartis dans 2 IFSI. Donc déjà, la promotion est partie en 2 groupes. Dans chacun de ces groupes, comme tout le monde ne peut pas aller en stage en même temps, il y a une deuxième division. Donc on parle d'alternance. Donc les élèves, quand la moitié du groupe est en cours, l'autre moitié est en stage. Et après, ils alternent. Pardon. En parallèle, vous êtes là pour être... pour ceux qui ont intention de s'engager pour la formation militaire également, en complément, donc qui comporte 500 heures, une formation médico-militaire de 400 heures, une formation d'acculturation de 100 heures. Donc ces formations, comme ce qui vous sera expliqué ensuite, ce sont des formations qui viennent en plus du cursus universitaire, qui ont lieu, et bien des fois sur des vacances, qui ont lieu sur des temps en dehors du temps universitaire, parce que le programme universitaire en entier est tenu et doit être validé. Pour encadrer l'ensemble des promotions, il y a différentes personnes, donc le département des formations militaires, il y a aussi un département ressources logistiques pour tout ce qui est hébergement, et aussi mon département concernant la paramédicale pour le lien avec les IFSI, et en lien avec tous ces départements, il y a le 3e bataillon qui va s'occuper aussi de la gestion au quotidien des élèves. À l'issue des 3 ans, qui semblent courts, et parfois très longs, parce que des fois la 2e année, il y a beaucoup de choses. Les gens disent « oh là là, on n'en voit pas au bout ». Et finalement, au bout des 3 ans, il y a 2 choix de poste, l'affectation des infirmiers. En fait, le choix du poste est basé sur le classement, mais le classement des notes universitaires et des notes militaires. Comme disait tout à l'heure le médecin-chef Vasquet, c'est bien de faire du sport, mais c'est important de prioriser le niveau universitaire. Il faut trouver un équilibre, car les notes universitaires, c'est la base. Enfin, la base, c'est important, il faut cocher cette case-là. Et nous, en plus, on a le niveau militaire à aussi maintenir. C'est vraiment un double cursus, donc c'est vrai qu'ils sont très sollicités. Et c'est vrai que c'est important, car quand on est projeté effectivement en tant que militaire infirmier, il faut pouvoir suivre les forces. Donc il y a un équipement, plus aussi le sac de secours. Donc c'est vrai que l'aptitude, les uns les autres, on est tous tenus à maintenir notre niveau d'aptitude. Donc après le choix de poste qui a lieu fin juillet, donc en fait il y a les résultats universitaires et le choix de poste dans la foulée. Pour faciliter ce choix de poste, donc il y a des différentes conférences qui ont lieu pour présenter les différentes possibilités du métier aux différents élèves, pour pouvoir après se préciser, Et donc ça a lieu fin juillet, et pour une affectation fin août, début septembre. Et après la PPA, il y aura une formation d'adaptation à l'emploi, avec une formation médico-opérationnelle, avec des socles et milieux, donc terre, air, mer, et des formations d'armées spécialisées dans une des 3 écoles de sous-officiers. Et là j'arrive là. Ah pardon, je n'avais pas vu. Et on en arrive après, donc il y a plusieurs évolutions de carrière avec des parcours professionnels, donc avec des brevets aussi diplômes, comme plongeur hyperbe,
élitroyage, convoyeur de l'air. Donc vous verrez que toutes ces qualifications, et c'est important aussi quand on est sur un théâtre extérieur, de maîtriser l'anglais. Donc c'est pour ça que nos élèves deuxième année doivent aussi valider le TOEIC. Tout ce qui est aussi brevet de parachutistes, les forces spéciales, il y a les sous-mariniers, les antennes chirurgicales, il y a aussi possibilité d'avoir des DU, des masters. Au niveau des spécialisations, eh bien, il y a les infirmiers d'anesthésie, comme dans le civil, il y a des infirmiers de bloc opératoire, avec la spécificité depuis quelques années, ils peuvent enchaîner le PPA avec l'école d'IBOD. Et aussi, on peut voir un peu plus loin avec une possibilité de se diriger vers l'encadrement avec le cursus cadre de santé, cadre supérieur de santé ou directeur des soins. Donc là, on a bien parlé au niveau de l'antenne médicale et des hôpitaux hospitaliers. Il faut savoir que des fois, on a un petit peu l'idée de se dire quand on rentre dans un domaine, on va rester dans ce domaine tout le temps. Sauf qu'il vous a bien été dit précédemment qu'il y a une mobilité géographique, une mobilité professionnelle, et on peut évoluer. On peut très bien commencer notre cursus en HIA et enchaîner sur des antennes, et l'inverse. Et cette possibilité va être de plus en plus facilitée, car parfois, c'est vrai que quand on est sur un endroit, c'est un moment où ce n'était pas toujours évident d'accéder à certaines passerelles, mais là ça va vraiment être plus facilité parce que la dynamique est là, et dans les choix de poste également à la sortie des écoles, c'est vrai que c'est les différents milieux dont les HIA. Je vais pouvoir passer à la médecin en chef Licardie-Zeller. Bonjour à tous, donc je suis le médecin en chef Licardie-Zeller et je suis le chef du département de la formation des élèves praticiens. Donc quand je dis praticien, c'est médecin, pharmacien, et puis on vous parlera aussi de 2 autres professions. Donc les élèves praticiens sont tous à l'école de santé des armées, qui est historiquement sur ce site et qui prépare l'ensemble de nos élèves qu'on appelle des centars, l'ensemble des élèves à de très nombreux métiers. On vous l'a déjà dit, je vais essayer de vous les rebrosser rapidement au risque d'être un peu dans la répétition. C'est aussi une méthode pédagogique, on m'a dit. Donc on va essayer de vous redire un petit peu tout ce que peuvent faire les élèves praticiens et surtout les praticiens une fois qu'ils sont dans les armées. La grande spécificité de notre école et du choix du service santé des armées, c'est de former d'abord et avant tout, je vais parler en premier lieu des médecins généralistes. Des médecins généralistes qui vont servir au sein de ce que vous avez entendu là depuis le début, les antennes médicales. Les antennes médicales, ce sont des services médicaux, des infirmeries qui sont directement sur le site des régiments, des bases aériennes ou des bâtiments de la marine. Partout où il y a des militaires, il y a des soignants militaires et ils sont en premier lieu dans ces antennes médicales. Donc ils vont y faire de la médecine générale telle qu'ils l'apprennent à la faculté et telle que le font aussi vos médecins généralistes, puisqu'ils vont faire du soin, ils vont faire de la prévention et ils vont aussi faire quelque chose qui nous est très très spécifique et singulier, ce qu'on appelle l'aptitude. L'aptitude, c'est la capacité que nous avons, nous, médecins militaires, de dire aux armées que les militaires qu'ils engagent sont bien aptes à faire le métier pour lequel ils se sont engagés. Et donc, on va les examiner et on va s'assurer qu'ils ont les capacités physiques et médicales de faire le métier pour lequel ils sont engagés. C'est l'aptitude. C'est un de nos cœurs de métier, pas seulement, mais ça fait partie de notre job. Cette médecine générale, elle est évidemment classique, mais on sert des gens qui font beaucoup de sport. Les militaires sont en général de bons sportifs, donc on fait de la médecine du sport. Traditionnellement, nous avons depuis des siècles, 300 ans, mais depuis en tout cas les 150 dernières années, beaucoup été présents au-delà des mers, et donc nous avons quand même une grande capacité, en tout cas un grand besoin d'être capable en médecine tropicale. On fait aussi de l'éducation sanitaire dans les antennes médicales. Qu'est-ce que c'est que l'éducation sanitaire ? C'est donner aux militaires que nous soutenons des clés pour éviter des maladies. C'est de la prévention, mais c'est s'éduquer à se couvrir les bras pour ne pas être piqué par un moustique, pour ne pas avoir le paludisme. C'est ne pas courir quand il fait 45 degrés et s'habiller correctement quand on est dans un milieu froid. C'est le b.a.-ba, mais c'est aussi notre travail.
Nous sommes attendus pour conseiller le commandement. Le commandement, hein, c'est les armées, armées de terre, marine, armées de l'air, qui ont besoin, les chefs militaires ont besoin pour prendre leurs décisions d'être totalement éclairés et d'assumer les risques qu'ils prennent pour les militaires qu'ils engagent. Et en cela, ils viennent interroger le médecin pour savoir quel est le risque, comment on peut couvrir ce risque, quel soutien médical on peut mettre, est-ce que ça vaut le coup de courir ce risque pour aller au bout de la mission. Voilà. Donc on est au conseil. Et c'est très attendu de notre part. Quand on travaille dans les armées, on fait aussi le choix de travailler en équipe. En général, l'officier, le médecin est le chef de l'équipe, donc il doit avoir des capacités à gérer, à commander, à emmener son équipe, mais il faut aussi qu'il soit capable de travailler avec son équipe, d'écouter les conseils, d'écouter la contradiction et de les emmener. Donc ceux qui parmi vous ne seraient pas capables de travailler en équipe, je pense que ce n'est pas une bonne idée. En revanche, si vous souhaitez cette grande richesse, vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis le cœur de notre métier, c'est quand même d'aller soutenir les forces partout où elles sont, je vous l'ai dit. Partout où il y a des militaires, il y a des soignants militaires et en particulier des médecins, au plus près des combats, vous l'avez vu tout à l'heure. Et donc on les soutient dans leurs exercices, dans leurs actes d'entraînement et aussi dans leurs opérations, où qu'elles soient. On vous a parlé des hôpitaux d'instruction des armées. Je vous montrerai tout à l'heure où ils sont situés en France. Pour armer ces hôpitaux, nous avons des médecins hospitaliers dans quasiment toutes les spécialités. Quasiment, ça veut dire que toutes ne sont pas représentées dans les armées. Nous formons les spécialités qui nous paraissent utiles aux armées. Je ne vous les détaillerai pas là, mais on pourra vous répondre à ces questions en salle des pas perdus tout à l'heure. Grosso modo, toutes les chirurgies ou presque sont représentées, les anesthésistes réanimateurs, les spécialités médicales qui sont utiles à la fois pour le soin et à la fois pour l'aptitude. Donc voilà. Où servent ces médecins hospitaliers ? Dans nos hôpitaux militaires, il y en a 6 plus 2 hôpitaux spécialisés, donc 8 au total. Et évidemment, on vous l'a dit tout à l'heure, ils peuvent être projetés dans les hôpitaux de campagne ou à l'étranger. Nous avons aussi des médecins-chercheurs. Alors, tous les soignants font de la recherche. Nous sommes tous là pour améliorer nos pratiques, mais on fait aussi de la recherche fondamentale au sein de l'Institut de recherche biomédicale des armées qui est à Brétigny en région parisienne. Donc parmi les praticiens, il y en a un certain nombre qui sont spécialisés et qui font de la recherche leur métier à 100%. Nous avons des médecins épidémiologistes qui servent au Centre d'épidémiologie de santé publique des armées, qui nous aident de beaucoup dans la gestion des épidémies, on l'a vu dans un passé assez récent, mais aussi pour toutes les actions de prévention de l'hygiène en campagne ou pour éviter un certain nombre de pathologies, puis pour le suivi des pathologies qui seraient un petit peu spécifiques au monde militaire. Nous avons aussi des élèves pharmaciens parce que nous avons des pharmaciens militaires. Donc les études de pharmacie se font elles aussi à la fac de pharmacie. Alors si vous avez en tête l'image du pharmacien en officine, il faut évidemment l'oublier. Nous n'avons pas de pharmaciens équivalents de ceux qui servent en officine dans le milieu civil. En revanche, les pharmaciens chez nous, ils font du ravitaillement médical. Qu'est-ce qu'on appelle le ravitaillement médical ? C'est amener le bon produit en bon état, au bon endroit et au bon moment. Le respect de la chaîne du froid, la quantité, la température, tous les aspects logistiques, tous les aspects de stockage. Donc ça, c'est le cœur de métier de nos pharmaciens. Parmi eux, il y en a aussi qui se spécialisent en toxicologie environnementale. Les armées en ont besoin. Et puis, nous avons des pharmaciens qui servent aussi à l'hôpital, soit pour la pharmacie hospitalière, c'est ceux qui distribuent les médicaments dans les services, mais aussi pour tout ce qui est biologie médicale. La biologie médicale est une spécialité où nous trouvons des médecins et des pharmaciens. C'est l'analyse de vos prises de sang, les analyses d'urine, etc. Tout ça, ce sont des biologistes médicaux qui font ça. Nous avons aussi des pharmaciens industriels, puisque nous avons une pharmacie centrale des armées qui produit un certain nombre de médicaments. Et puis parmi eux, il y a aussi des chercheurs à l'IRBA ou dans leur activité. Nous avons aussi d'autres professions qui sont représentées parmi les praticiens du service de santé. Ils ne sont pas forcément formés à l'école. Mais nous avons des vétérinaires militaires qui sont spécialisés dans 2 grands domaines, la santé animale. Nous avons des chiens, nous avons des chevaux dans les armées et donc ils sont suivis comme les militaires
humains. Et puis, ils sont aussi des spécialistes de la sécurité de l'eau et de l'alimentation. Donc, nous avons quelques élèves militaires, vétérinaires à l'école. En fait, ils font leur prépa, ils rentrent dans les écoles vétérinaires et puis ils viennent nous rejoindre en cours de cursus. Et donc, ils portent l'uniforme, mais ils restent dans leurs écoles vétérinaires. Puis nous avons des dentistes militaires. Alors, pour le coup, depuis quelques années, ils ne sont plus du tout formés au sein des écoles. Ils sont recrutés une fois qu'ils sont diplômés. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, si vous choisissez d'embrasser des études d'odontologie, nous rejoindre une fois que vous serez diplômé d'État, pour faire du soin, bien sûr, et aussi pour faire de l'expertise et de l'aptitude. On ne monte pas à bord d'un sous-marin avec une carie ou avec un risque de carie. Et donc, quand on voit le dentiste, on est soigné, on enlève la dent qui pourrait poser problème, parce que quand on est en plongée, on ne remonte pas parce qu'il y a une carie qui fait mal. Voilà. Donc, on a besoin des dentistes. Alors j'en viens à ce qui vous intéresse peut-être plus aujourd'hui, mais il faut aussi savoir ce qui attend après. Comment on rentre à l'école de santé? Donc le recrutement principal se fait en post-bac, au niveau bac. Donc c'est essentiellement des élèves de terminale, mais ce sont des élèves qui ont fait une terminale et qui ont eu leur bac. Si vous avez fait une année de prépa, vous êtes les bienvenus. Il y en a même parmi nos élèves qui viennent après avoir commencé d'autres études. Donc le concours niveau bac, qui est le recrutement principal aux écoles, pour lequel nous ouvrons 125 places par an. Il est assez sélectif, puisque vous voyez que l'année dernière, nous avions plus de 1600 candidats. Parmi eux, 340 ont été appelés aux épreuves d'admissibilité, et puis donc 125 ont rejoint les rangs de l'école au mois de juillet dernier. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, donc à la fin de cette journée, vous allez être particulièrement motivés, vous allez pouvoir aller vous inscrire au concours. Elle se termine le 31 décembre, c'est assez tôt dans l'année et c'est avant les procédures post-bac, donc ne ratez pas le coche, inscrivez-vous avant le 31 décembre. Il y aura des épreuves d'admissibilité qui sont des épreuves écrites qui ont lieu le 3 février et qui sont sur deux options parmi maths, SVT, physique, chimie, c'est-à-dire les spécialités que vous aurez gardées en terminale. Vous concourez sur les spécialités que vous aurez gardées en terminale, une épreuve de français et une épreuve d'anglais. Le programme des attendus pour ce concours est disponible sur le site des écoles, sur la même page que celui des annales. C'est en gros la moitié du programme de terminale. Donc pour ceux d'entre vous qui sont déjà en terminale, il va falloir peut-être que vous soyez accompagnés par vos enseignants pour compléter ce que vous n'auriez pas fait avant le 3 février. J'ai eu quelques questions sur les spécialités qu'il faut choisir pour aller en médecine, en particulier à l'école de santé. Maths, physique, SVT, ce sont les trois spécialités qu'il faut garder. Un certain nombre d'enseignants nous disent que physique, SVT, maths complémentaires en option, c'est le bon choix, voilà, pour la terminale. Pour ceux qui seront appelés aux épreuves d'admission, ce sont des épreuves orales, en tout cas ici sur le site des écoles, qui auront lieu mi-mai, avec d'abord des épreuves de sport. Alors oui, c'est pas sport-études, mais oui, nous avons besoin de gens qui ont une certaine condition physique pour faire le job. Et donc, il faut s'y préparer et il faut avoir un niveau de base. Je vous encourage à regarder les épreuves et les attendus pour vous entraîner avant le 15 mai. Sinon, ça va être un peu difficile le 18 mai quand vous allez être convoqué. Et puis, vous avez ensuite un entretien de motivation avec un jury qui est composé d'un praticien militaire, d'un psychologue militaire et d'un officier des armes. Un officier des armes, c'est un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air. Pour croiser les regards et où on vous interrogera et on vous écoutera sur ce que vous venez chercher et surtout sur ce que vous voulez apporter au service de santé. Et puis si vous êtes retenu, si vous avez l'heure d'être parmi les 125, nous vous attendrons le dimanche 19 juillet pour le début des processus d'incorporation. L'incorporation, c'est un mot un peu barbare. C'est les jours pendant lesquels on vous habille, on vous donne le b.a.-ba militaire, on vous fait passer devant le médecin, vous signez votre contrat d'engagement. Enfin, il y a voilà, on vous fait faire un certain nombre de choses. Et ça, ce sera à compter du lundi 20 juillet. Voilà, les vacances vont être un petit peu courtes, mais ça vaut le coup. Pourquoi on vous fait rentrer si tôt? Je vous en parle tout à l'heure, il y a une formation militaire initiale, et puis ensuite il y a une préparation, une formation pré-universitaire avant de rentrer à la fac.
On a aussi un recrutement complémentaire qui est beaucoup plus réduit en nombre, mais en tout cas, si vous ne parveniez pas à rentrer à l'école cette année, ou si vous êtes déjà en première année de médecine et que vous vous tâtez de nous rejoindre, vous pouvez rejoindre l'école de santé en début de cycle, donc en début de deuxième année ou en début de quatrième année. Sur un concours qui a lieu aussi chaque année. Les inscriptions sont ouvertes et ont les mêmes dates pour s'inscrire. L'admissibilité, c'est une nouveauté cette année, se fait sur dossier, il n'y aura pas d'épreuve écrite. En revanche, il y aura des épreuves orales un peu plus tard dans l'année, mi-juin. Et aux épreuves orales dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'ajoutera une épreuve d'anglais. On vous a dit tout à l'heure qu'on pouvait rejoindre le PPA en ayant fait un parcours avant. Vous pouvez rejoindre l'ESA en ayant fait un parcours avant, un parcours notamment de paramédical. Là, j'ai cité les infirmiers, mais il y a un certain nombre de manipulateurs radio, de kinésithérapeutes qui peuvent nous rejoindre aussi par le biais de ce qu'on appelle la passerelle. Et vous rejoignez les études de médecine ou de pharmacie en deuxième ou en troisième année. Mais ça, c'est pas nous qui décidons, c'est la fac, puisque c'est la fac qui est la garante de tout ce qui est aspect universitaire. Alors, à l'école de santé, on forme des praticiens et des officiers. Sur la partie praticien, on est totalement inséré dans les facultés de médecine et de pharmacie de Lyon. Nous n'avons aucune prérogative d'enseignement universitaire. Tout est fait sur les bancs de la fac. Nous n'avons pas non plus de facilité. Les étudiants passent les mêmes examens, les mêmes concours, ont les mêmes cours. Ils n'ont pas d'enseignement optionnel pour pouvoir leur permettre de faire leur formation d'officier. Donc ils font les deux. Et donc la priorité, on vous l'a dit, je vous le répète, c'est d'abord de réussir ses études médicales ou pharmaceutiques, parce que pour être soignant militaire, il faut être soignant, sinon on ne pourra être que militaire, mais on ne sera pas soignant militaire. Et ça, encore une fois, on le délègue complètement aux facultés et on n'aura pas de passe-droit. Donc, d'abord, on suit ses études à l'université, et puis en complément, l'école, pour le coup, est autonome pour proposer la formation militaire, qui a lieu essentiellement sur le temps libre, donc pendant les vacances et en soirée. La formation universitaire, elle se fait sur 2 sites à Lyon. Donc, vous avez l'ESA ici. Je cherche mon petit... pas grave, je vais le faire comme ça. L'ESA ici à Bron. Nous avons 2 sites. La faculté de pharmacie, alors elle s'appelle Institut de sciences pharmaceutiques et biologiques, mais c'est la fac de pharmacie. Et la faculté Lyon-Est sont ici à Rockefeller, au rond-point Grange-Blanche, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon. Et puis la faculté de Lyon-Sud, un petit peu plus loin, du côté de Saint-Genis-Laval, Oulin. En première année, la moitié des élèves sont répartis sur les 2 facs en première année, on a moite-moite. En première année, l'école assure les transports, donc il y a des bus qui sont mis à disposition des élèves pour les amener sur les sites des facultés pour qu'ils ne perdent pas de temps et qu'ils n'aient pas ce souci-là et qu'ils se consacrent sur la seule chose qu'on ne peut pas faire à leur place, c'est travailler. Donc on les emmène en bus à la fac. À partir de la 2e année, ils sont grands, ils sont autonomes, l'enjeu est un peu moins grand et ils se débrouillent pour y aller. Il y a des transports en commun, ils ont des vélos, ils ont des voitures. Voilà. Donc ils sont à la fac pour tous les cours. Et ils suivent le même cycle que tous les étudiants en médecine. Donc si vous êtes là, c'est probablement parce que vous êtes intéressé au parcours et aux études de médecine ou de pharmacie. Donc nous n'avons pas de passe-droit, nous n'avons pas de choses qui sont exclues du cursus. Nos élèves sont tous inscrits en PASS et passeront le concours de fin d'année de PASS. C'est le parcours accès santé qui permet à nos élèves, ils n'ont le droit de présenter que 2 accès santé, c'est médecine et pharmacie. Les autres accès santé ne sont pas possibles à l'école. On n'a pas d'inscription en maïeutique, en odontologie ou en kiné. Donc, nos élèves sont inscrits en médecine et en pharmacie. Et lorsqu'ils réussissent le concours, ils passent en 2e année de médecine ou de pharmacie. Parmi nos élèves, malgré tout ce qu'on met à leur disposition, c'est un concours difficile, vous le savez, il y en a un certain nombre qui ne parviennent pas à accéder en 2e année de médecine ou de pharmacie. On n'a qu'une seule possibilité à l'heure actuelle en France de passe, il n'y a qu'une seule inscription et on a les mêmes règles que les civils. Donc parmi ceux qui échoueraient et qui n'auraient pas la possibilité de rentrer en 2e année de médecine, un certain nombre d'entre eux seront autorisés à poursuivre en LAS 2, licence accès santé 2e année, comme n'importe quel étudiant en passe, au sein des écoles.
Mais ça n'est pas automatique. Donc tous les élèves en échec passeront au conseil d'instruction et le conseil d'instruction évaluera la capacité qu'a l'élève à travailler encore plus ou à travailler encore une année au rythme qui est celui d'une première année de médecine, et puis notamment ses résultats dans sa mineure qui deviendra sa majeure en licence accès santé. Et il prendra l'Académie de santé prendra la décision de maintenir ses élèves à l'école de santé en LAS 2 ou de leur dire que c'est terminé pour leur cursus militaire. Ils seront évidemment inscrits en LAS 2 civil, ils sont des étudiants comme les autres, mais ils ne pourront pas continuer leurs études pour cela au sein des écoles. Je vous dis ça parce qu'il y a une idée reçue qui consisterait à dire que dès lors qu'on a réussi le concours difficile d'entrée à l'école de santé, c'est bon, c'est gagné. Alors non, c'est pas gagné, il faut quand même bosser et il faut passer les mêmes épreuves que les étudiants civils dont le niveau est de plus en plus élevé. Et de surcroît, nous ne sommes pas exempts de cette marche vis-à-vis des facultés. Pour que nos diplômes soient des diplômes d'État de médecins, il faut absolument que nous ayons les mêmes impératifs que les étudiants civils. Et donc ensuite, ils vont faire leurs études. 2 cycles d'études médicales ici à Lyon. Le premier cycle, FGSM 2 et 3. Le deuxième cycle, FASM 1, 2 et 3. Le deuxième cycle, c'est la 4, 5, 6. C'est le moment où ils deviennent externes, où ils vont à l'hôpital. Et donc, ils sont mis en stage à l'hôpital sur la région lyonnaise, mais aussi dans les hôpitaux des armées et puis dans les antennes médicales pour qu'ils goûtent un petit peu à ce que va être leur métier. Et à la fin de ce deuxième cycle, je vous en parle tout à l'heure, ils passent là aussi le même concours que les étudiants civils, les épreuves nationales, l'ancien internat pour les plus anciens d'entre nous. Le troisième cycle, ils deviennent internes des hôpitaux des armées. Donc là, ils sont affectés dans un hôpital militaire et ils sont soutenus sur le plan pédagogique par l'école du Val-de-Grâce, dont on vous a parlé tout à l'heure et qui est à Paris. Et puis, comme tous les étudiants en médecine, ils soutiennent leur thèse pour avoir leur diplôme d'État de médecin généraliste. Au risque de me répéter, donc c'est pas parce qu'on rentre à l'école que tout est gagné, il y a encore un petit peu de travail, même si quand vous rentrez à l'école, normalement vous avez toutes les conditions pour réussir votre première année de médecine. Donc l'école n'est pas une boîte à concours, le but n'est pas de venir pour passer en deuxième année, mais en tout cas, on vous donne toutes les conditions pour réussir. On vous emmène en bus, on vous nourrit, vous n'avez pas à vous poser de questions sur comment vous allez manger. Vous avez une équipe d'enseignants de très bon niveau qui vous accompagne, qui vous explique, qui vous fait coller, qui vous fait driller. Et puis, il y a un système de tutorat avec les anciens, parmi les élèves qui vous accompagnent ce matin. Eh bien, ils s'occupent des plus jeunes pour les aider à trouver leur méthode de travail, à garder une bonne hygiène de vie et à leur donner les bons conseils. Tout cela fait qu'on a quand même d'excellents résultats à la fin de la première année de médecine, puisqu'on a, selon les années, entre 65 et 80% des élèves qui passent en deuxième année. Et je répète que ceux qui ne passent pas en deuxième année ont parfois, exceptionnellement, le droit de faire leur licence accès santé de deuxième année ici à l'école, mais ça n'est pas automatique. On a un certain nombre d'élèves qui vont faire une LAS 2 dans le CEVIS et qui reviennent après comme collatéraux en deuxième année. Et donc ça, on le délègue complètement à la faculté. Et nous n'avons aucun passe-droit, nous sommes exempts de rien et nous sommes très accompagnés par les facs, même si ils ne nous facilitent pas plus le travail que ça. Les élèves vont faire tous leurs enseignements obligatoires comme tous les autres. Et puis la partie spécifique au milieu d'emploi, c'est à notre main. Pourquoi on vous forme? Parce que servir dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine, c'est pas tout à fait la même chose que de servir dans un cabinet dans le centre-ville de Nantes ou dans la région, je ne sais pas, ou en Alsace. Nos patients, les militaires que nous soutenons ont des besoins particuliers. Les forces armées ont besoin que nous soyons des militaires, pleinement militaires, que nous ne soyons pas un poids pour eux, que nous comprenions ce que font les militaires pour mieux les soigner et mieux les accompagner. Et voilà. Donc, nous vous formerons ici à l'école, sur votre temps libre et en soirée, sur des périodes qui sont soit très très déterminées, donc les 2 premières semaines de votre engagement à la formation militaire initiale, puis l'été entre la première et la deuxième année, la formation militaire complémentaire, qui est d'une durée de 3 semaines. Et puis il y a une petite semaine aussi en 3e année pour la formation militaire spécialisée. À cela va s'ajouter un certain nombre de conférences
Le soir notamment, des conférences métiers, des conférences défense pour vous expliquer ce que sont les armées, les évolutions géopolitiques, et puis vous pourrez rencontrer un certain nombre de professionnels, de soignants militaires qui vont vous expliquer ce qu'est leur métier, pour que vous sachiez exactement où vous allez. Vous pourrez passer des brevets militaires et puis vous ferez des stages dans les corps de troupes, dans les 3 armées et dans la gendarmerie. Voilà, ça c'est l'école qui l'organise. Cette formation supplémentaire, en parallèle de ce qui est fait à la fac, c'est à peu près l'équivalent d'1 année d'études supplémentaires. Donc pendant leurs 6 ans à l'école, ils ont une 7e année qui vient s'ajouter, qui est reconnue par un diplôme de master de la conférence des grandes écoles. Mais qui pourrait ne pas être reconnu parce que notre objectif, c'est pas tant de vous donner un diplôme que de vous donner le savoir-faire et le savoir-être pour être de bons soignants militaires. Voilà. Donc ça se fait en parallèle de vos études à la fac. À la fin de l'ESA, qu'est-ce qui se passe ? Alors, contrairement à l'EPPA, où quand vous sortez de l'EPPA, vous allez directement dans les unités parce que vous êtes infirmier diplômé d'État et vous êtes directement au profit des forces armées, quand vous sortez de l'ESA, il vous reste un 3e cycle d'études médicales. Donc je vous l'ai dit, vous allez le faire à l'hôpital, accompagné par l'école du Val-de-Grâce. Et pour savoir quel hôpital vous allez choisir, parce que chez nous tout se fait un peu au mérite et au classement, vous allez, comme tous les autres étudiants civils, passer les épreuves nationales, les épreuves dématérialisées nationales, les EDN, et les ECOS. C'est en 2 temps maintenant en 6e année. Donc vous passez les mêmes épreuves que les étudiants civils et vous allez simplement tous choisir la médecine générale. Et au sein de ce classement de médecine générale, vous allez être classés les uns avec les autres et vous allez pouvoir choisir votre hôpital qui donc vous accueillera pour les 4 années du 3e cycle. C'est seulement après avoir exercé 3 ans comme médecin généraliste que vous pourrez passer un 2e DES pour pouvoir être formé à une spécialité hospitalière ou à la recherche dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une spécificité des armées, parce que nous sommes au contact des forces, et c'est dans les forces que le chef d'état-major des armées a besoin de nous. C'est une chance, nous en sommes convaincus, parce que les spécialistes hospitaliers qui ont d'abord été médecins généralistes sont de remarquables médecins hospitaliers, avec une vision très transversale et avec une grande maturité. Mais il faut que vous ayez bien conscience de cet aspect-là. Vous allez d'abord faire 10 ans d'études de médecine générale, servir 2 à 3 ans en santé médicale, et ensuite seulement passer un 2e diplôme d'études spécialisées. C'est redit sur cette diapo, mais ça veut dire exactement la même chose. À l'heure actuelle, c'est 10 ans pour être médecin généraliste. Vous aurez 4 ans donc, de DES de médecine générale et nous aurons l'occasion, si vous rentrez à l'école, de vous expliquer ces 4 ans et le contenu. Où sont les 8 sites d'hôpitaux d'instruction des armées ? Donc il y en a 6 affichés et je vous parlerai des 2 autres. Nous avons 2 hôpitaux nationaux des armées en région parisienne, Clamart et Saint-Mandé. 2 hôpitaux nationaux des armées dans le sud-est, Toulon et Marseille. Nous avons 2 hôpitaux régionaux des armées à Metz et à Brest. Et puis nous avons 2 antennes spécialisées des armées, qui sont des anciens hôpitaux, mais qui sont devenus des antennes, ici à Lyon et une autre à Bordeaux. Ce sont des antennes dans lesquelles on fait essentiellement de la réhabilitation de nos blessés, avec un service de psychiatrie, de la rééducation fonctionnelle de la kiné, et puis des services de consultation pour l'aptitude des militaires. Mais en sortie d'école, vous pourrez choisir un de ces 6 hôpitaux. Voilà, j'en ai terminé pour ce que je voulais vous dire pour l'école de santé. Vous avez compris que vous rentrez dans une école, mais vous embrassez une carrière. Donc c'est très chouette de venir à l'école, ce sont des années incroyables et les élèves que vous allez croiser au fil de la journée en salle des pas perdus vous diront à quel point ce sont des années qui restent très très chères dans nos cœurs de futurs praticiens des armées. Mais vous vous engagez d'abord et avant tout à servir la France et à servir les armées au sein du service de santé, avec les contraintes dont on vous a parlé et avec l'incertitude dont on vous a parlé, qui est, selon moi, mais ça n'engage que moi, une très grande chance. Vous avez vu que vous pouvez faire plusieurs carrières en une. Vous n'allez pas passer 27 ans à faire toujours la même chose et à vous encrouter. On va vous bousculer et c'est absolument incroyable. Ces multiples facettes de notre métier font qu'on peut toujours se remettre en question. Je vais, pour les mots de conclusion, céder à nouveau la parole au médecin-chef Pasquier et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Avant que vous repartiez, je voudrais vraiment que vous
laisser avec ces messages un peu clés. Alors c'est des punchlines, c'est des phrases un peu choc, mais elles veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Ici, tout est possible, voilà, y compris d'avoir une carrière de soignant militaire absolument formidable. Vous pourrez en discuter avec les personnes que vous rencontrerez en salle des pas perdus, les différents cadres, élèves, praticiens, infirmiers que vous rencontrerez pourront en témoigner, mais rien n'est facile. Voilà. Donc tout s'obtient à la sueur de son front, après du travail, après un labeur, après de l'exigence, on en a parlé, après avoir visé l'excellence. Voilà. Donc ça, c'est un message important à retenir. Ici, ce n'est pas une boîte à colle non plus. Voilà. On ne vient pas pour passer le concours de première année de médecine, d'infirmier. On vient ici pour s'engager dans une carrière de soignant militaire. C'est une carrière longue, c'est une carrière très enthousiasmante, mais une fois de plus, ce n'est pas une boîte à colle ici, et nous, on ne cherche pas à se comparer avec les résultats des boîtes à colle des facultés de médecine de Lyon, etc. C'est pas notre sauce, c'est pas notre crèmerie, tout ça. Voilà. Nous, ici, c'est une école où on forme les futurs soignants militaires, où on vise l'excellence académique. C'est évidemment l'opportunité, vous avez vu, on vous a montré des bateaux, on vous a montré des opérations militaires, on vous a montré des évacuations aéromédicales, ça on le fait nulle part ailleurs. Voilà. Donc c'est une chance absolument formidable que cette carrière de soignant militaire. C'est évidemment l'aventure, je vous le redis, on va être muté, on va partir en mission, on va peut-être partir à la guerre, enfin voilà. Mais il y a une certaine part d'incertitude, et l'incertitude elle commence dès les études, y compris du fait de réformes universitaires qui ne sont pas du tout liées aux écoles stricto sensu, mais à l'organisation des études médicales en France. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, et l'ensemble du personnel qui se tiendra en salle des pas perdus pourra y répondre. Vous avez ici l'ensemble des éléments qui sont disponibles sur le site internet des écoles militaires de santé de Lyon-Bron, accessible par ce QR code. Et on ne recommande pas de préparation privée en particulier pour se préparer au concours d'entrée aux écoles. Pour en particulier toutes les données concernant les annales et les capacités exigibles sont disponibles sur le site internet, ainsi que les rapports des jurys des années précédentes. Et pour l'entretien, pour les oraux, il suffit honnêtement que les élèves, que les candidats aillent sur le site internet des écoles militaires de santé et sur le site internet du service de santé des armées, et ils sauront parfaitement répondre à l'ensemble des questions qui seront posées par les jurys. Merci beaucoup de votre attention, très bonne visite.